Je suis Marie Tavares, bienvenue sur Dissipé. Dans ce podcast, je reçois celles et ceux qui ont osé suivre leur instinct. Chaque parcours témoigne de la puissance, de se faire confiance, de savoir s'écouter et d'agir en cohérence pour se réapproprier sa trajectoire. Chez moi, être dissipé, c'est pas une perte de temps ou de cap. C'est un élan de vie, celui qui va révéler qui vous êtes vraiment. Que ces voix éveillent la vôtre et vous insufflent la détermination de ne pas passer à côté de vous. Avant qu'on commence à dérouler notre petit programme tous les deux, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter ton nom, ton âge et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, je m'appelle Maher Guven, je suis écrivain principalement, scénariste, entrepreneur culturel également, et j'ai 38 ans. Comme je te le disais tout à l'heure hors caméra, moi je t'ai connue il y a déjà quelques années, ouais, ça date à peu près 5 ans, Mhm. 5-6 ans. Je t'ai entendu dans une interview des Salabous. Et en fait, je trouvais ça hyper chouette, ta vision des choses, ta manière de dérouler. En fait, je trouvais que c'était cool, parce que tu parlais de sujets assez complexes, mais de manière tellement simple et Mhm, accessible. mhm. J'ai bien aimé ta vibe. Ah bah, c'est sympa, merci. Et du coup, je te suis sur les réseaux depuis tout ce temps-là. Donc, l'idée sur ce podcast, c'est que je rencontre des gens que je trouve inspirants, Ok, qui ont des routes très très différentes, ok. qui sont animés, qui sont créatifs, qui Mhm, sont intuitifs, mhm, qui n'ont pas peur des embûches, mhm, mhm. qui sont dans l'authenticité. Donc voilà, je pense que tu es le client parfait. Avant qu'on attaque un petit peu tout ce que tu fais, tout ce que tu Ouais, as ouais, accompli, ouais, j'aimerais bien, si tu veux, qu'on parte à la rencontre du petit Maïr, ouais, l'enfant que tu étais. ouais. Petit Voilà. Maïr, Oui, petit reviens Maïr. s'il te plaît. Voilà, savoir un petit peu dans quel contexte tu as grandi, quel genre Ouais. de famille, les valeurs un peu fondatrices, voilà. Bah, moi, j'ai grandi. Alors, pour comprendre, c'est un message que j'ai envie de faire passer aux gens aussi. Moi, je suis issu d'une famille de l'immigration. Mais les gens aujourd'hui, quand on dit de l'immigration, ils ont gardé ce mot, les Noirs et les Arabes. Ouais. Et en fait, l'immigration, c'est beaucoup plus large que ça. Ce qu'on appelle les Noirs et les Arabes, donc l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, le Maghreb, c'est 45% de l'immigration. Et en dehors de ça, il y a des gens d'origine russe, ukrainienne, libanaise, turque, kurde, pakistanaise, portugaise, chinoise, etc. Donc moi, je suis issu de cette immigration qu'on appelle non coloniale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est arrivés, enfin mes parents sont arrivés, parce que moi je suis né en France, ils n'avaient aucun autre lien avec la France, tu vois, pas de connaissance du français, si ce n'est, c'est un pays qui nous accueille parce que mes parents sont des réfugiés suite au contexte et au coup d'État qu'il y a eu en Turquie en 1980. Et donc, si tu veux, il n'y avait pas de ressenti, il n'y avait pas de passif avec la France. Donc nous, avec ma sœur, on n'a pas grandi euh, dans une espèce de tension culturelle avec notre pays, la France. Et donc pour nous, c'est très très dissocié. Il y a le pays de nos parents, puis il y a la France, et puis il y a notre pays à nous. Et il n'y a pas de problème. L'un et l'autre, c'est en nous. Ça fait partie de nous. Et donc, j'ai envie vraiment que les gens prennent conscience de ça. Et il n'y a pas de... Les personnes d'origine turque ne sont pas arabes. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un Espagnol est un Polonais? Non. Tu vois, et on n'a rien contre les personnes d'origine arabe. Mais la langue turque n'a rien à voir avec l'arabe. Et c'est pas parce que tu partages une religion, et encore tous les Turcs ne sont pas des musulmans sunnites, comme tous les Arabes ne sont pas des musulmans sunnites non plus, euh, et ben, on vient d'une autre culture, d'un autre monde. Donc, qu'est-ce qui caractérise cette famille? C'est une famille résiliente, c'est une famille qui vient euh, d'un pays qui a été le centre dans l'Empire ottoman, démocratie dans le monde arabo-musulman, de surcroît une démocratie laïque, où tout le monde a été mis à l'école dans les années 30. Donc forcément, je suis arrivé avec des parents qui avaient une éducation. Et ça a été un avantage dans la vie, forcément. Mais ceci dit, j'ai une famille qui... Mes parents ont fait beaucoup de politique en Turquie. Et donc, quand même, les premières années de notre vie, euh, ça a été assez difficile parce que mes parents étaient encore traqués. Et donc, on a vécu 2 attentats et mon père a succombé au 2e attentat. Et donc, j'ai grandi donc, sans mon père, avec une mère qui a été veuve assez jeune. Elle avait une trentaine d'années. Ma sœur était toute petite. Et la particularité, c'est que ma grand-mère, donc la mère de ma mère, est venue en France pour aider sa fille. Donc nous, on a beaucoup grandi avec notre grand-mère.
Ce qui fait qu'on a été élevé un peu à la paysanne, en ville, mais vraiment avec un sens de paysan. Mais pas au sens, on n'allait pas à l'école en sabots. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que ma grand-mère, par exemple, quand t'avais pas de thunes, elle avait toujours un plan. Elle disait, bon, vous allez à l'Intermarché, vous regardez entre les chariots, il y a toujours des pièces. Et vous y allez vers 11h30. Dit quand les poivreaux du café ils se lèvent pour faire les courses, comme ils sont bourrés, ils laissent tomber toujours des pièces. Et, tout. Et ça s'avérait toujours vrai, tu vois. Et donc, j'ai gardé de ma grand-mère quand même, tu vois, ce truc de... bon, on peut toujours bricoler. Ouais. Toujours bricoler. Et donc, j'ai grandi en périphérie de la ville de Nantes, à l'ouest de la France. C'est important pour moi parce que, en fait, si tu veux, l'ouest de la France, les gens ne se rendent pas compte, mais ça a un peu rien à voir avec le reste de la France. En fait, les gens sont assez tolérants, ils sont même chaleureux. C'est des gens un peu froids, mais en même temps, ils sont bons vivants. Donc, on n'a pas, si tu veux, on n'a pas subi de rejet frontal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de rejet, mais c'était pas frontal. Il n'y avait pas de gens qui criaient dans la rue, etc. Bon, il y a toujours des remarques et tout, c'est relou, mais on a su vivre avec. Et qu'est-ce que je voulais te dire Vous vous sentiez différent? Ouais, bah moi, assez vite, si tu veux, parce que... En fait, je l'ai compris quand j'avais 8 ans, parce que ma sœur, avant, j'étais pas... mais quand ma sœur avait 3 ans, j'en avais 8. Et en fait, elle est rentrée de la crèche un jour, elle voulait absolument être blanche. Okay. Tu vois, parce que ma sœur est un peu plus foncée que moi. Enfin, elle était. Et ma mère est assez claire de peau, et les cheveux clairs également, les yeux verts. Ça raconte aussi la diversité physique qui peut exister en Turquie. Et bon, nous, on rigolait au départ. On disait, bon, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Et en fait, c'est quand même là que j'ai senti qu'il y avait des problèmes dans la société. Mais moi, en fait, j'ai grandi... Nous, on était sans papier. Donc, on a été éduqués dans le mythe de l'éternel retour. On va rentrer. Quand la situation ira mieux en Turquie, on rentrera. Enfin, on rentrera. Avec ma sœur, en fait, on partira. Oui, parce que c'était pas chez vous. Bah, on n'est pas né là-bas. Mais c'est ça aussi, quand tu es réfugié et que tu as grandi dans une famille de réfugiés, pour toi, en fait, la situation, elle est temporaire. Et donc, nous, le temporaire est devenu sédentaire. Parce que les années passent, et puis tu t'enracines, en fait. Tu vois, avec le soleil de la terre où t'es, en fait, tu as des racines qui poussent, quoi. Et après, tu repars pas. Ou tu ne pars pas. Et donc j'avais le sentiment qu'on était étrangers, mais comme je l'expliquais au départ, c'était pas un sujet d'être étranger. Parce que je vivais dans une petite ville, à côté de Nantes, dans la banlieue de Nantes, mais c'est pas les banlieues au sens 93. C'est les banlieues, comme il y en a plein en France, c'est des banlieues pavillonnaires, où il y a 2 petites cités avec 3 immeubles. Michel, il vole des mobylettes. Tu vois, les parents bossent, il y a un peu de chômage. Mais il y a également des gens riches dans la ville, et à l'école, en gros, tout le monde se fréquente. Ça, je dirais que c'est un contexte qui est plutôt le commun en France, mais qui n'est pas trop vu et montré non plus. Et donc, c'est un contexte quand même qui est assez riche, puisque ça permet à toute la société d'apprendre à vivre ensemble assez facilement. Je pense que j'aurais grandi en Île-de-France. Par exemple, j'aurais été d'une famille pauvre dans une ville très riche comme Neuilly. Je pense que j'aurais été quelqu'un plus en colère. Ou peut-être que je serais devenu quelqu'un comme notre ancien président de la République, Sarkozy, hyper en revanche sociale, à dire no pain, no gain, blablabla, etc. Donc j'ai grandi dans la douceur, tu vois. Et ça, pour moi, c'est très important de raconter ça. Et après, si tu veux, quand est-ce que tu deviens français? Ben, moi, je deviens français à l'adolescence. D'une, j'ai ma nationalité, mais le premier marqueur qui fait que je me sens français, après introspection, j'ai travaillé sur ces sujets, c'est la culture lascar et le rap. Parce que ce ne sont pas des cultures du bled. Moi, j'allais au bled tous les étés. Mes cousins qui avaient mon âge, ils n'étaient pas en survêt, ils n'écoutaient pas de rap. C'était des enfants du bled, c'est-à-dire ils étaient en jean, en polo, coiffés à la brosse, donc un peu comme dans les films à l'italienne, quoi, bien habillés, etc. Et nous, on arrivait avec des looks de... En fait, c'était les punks des années 90 et 2000, quoi. La rébellion adolescente, quoi. Et ça n'existait pas à l'époque en Turquie. Et quand on était ado, on écoutait ses parents, on écoutait le prof, on écoutait la société. Et donc, mais ça, pour moi, c'est une culture française. Et donc, c'est un premier pas dans la société française. Tu prends un rôle, tu prends ton costume, et ton costume, c'est lascar.
Et à l'époque, c'était skater ou lascar ou premier de la classe, quoi. Mais donc, beau gosse sombre, beau gosse lèche-cul ou pas beau gosse. Et, et donc, j'ai grandi dans ce contexte-là. Et donc, ma mère est pour quelqu'un qui a été très actif. Elle a repris ses études, elle a créé une boîte. Et donc, nous, on a toujours été élevés dans un peu l'entreprise familiale, quoi, travailler dans la boîte familiale, ce qui est un marqueur dans l'immigration, et notamment dans l'immigration turque, où les gamins et la famille élargie bossent toujours pour la boîte de la famille. J'avais un ami de ma classe qui était quasiment mon voisin, qui était d'origine vietnamienne, et lui, il bossait dans le resto de ses parents, etc., etc. Donc j'ai toujours beaucoup bossé, très jeune, dès 14 ans. On m'a mis au travail assez tôt. Euh, à l'époque, t'aimes pas ça, forcément. Ouais. Et je dis pas que c'est bien ou qu'il faut le faire, mais c'est vrai que, euh, enfin, tu vois, faire le ménage dans une maison de retraite quand t'as 15 ans, bon, Ouais. t'apprends un peu, tu vois, t'apprends la dureté de la vie. Ouais. Ce qui fait que... Et même la dureté humaine et même la poésie que peut avoir la vie, parce que, du coup, à 15 ans, un ado de 15 ans, il n'est pas armé aujourd'hui pour voir des personnes âgées, parfois grabataires, parfois en grande difficulté. Mais moi, c'était dur, hein, je me rappelle, des fois, j'aimais pas, en fait. Tu rentres dans une chambre, ça sent mauvais, pour plein de raisons. Et en fait, il faut laver les carreaux de la chambre, tirer les rideaux, passer le balai, machin et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas que tu t'habitues, mais c'est que tu te dis, assez tôt, tu te dis, ah ouais, je vis quand même dans une société où on fout les personnes âgées dans des mouroirs. Et c'était triste. Et après, il y a aussi des scènes drôles. Moi, ça m'a marqué parce que j'étais avec mon copain Amadou à l'époque, et donc il y avait des vieilles dames qui n'avaient pas le droit, par exemple, de manger du sucre. Et donc on les croisait à la cafette, et, enfin à la salle de repos, et elles étaient en train de piquer du jus d'orange, elles nous faisaient. Du coup, on riait, il y avait des histoires d'amour entre les Ouais. résidents des maisons de retraite et tout. Donc en fait, non, j'en garde des bons souvenirs. Et c'est pas que des souvenirs de travail. Et d'ailleurs, si j'ai un truc à dire aux gens, bon, certes, les discours très américains, no pain, no gain, il faut travailler, machin, ok, c'est super, mais en fait, il faut rêver dans la vie, il faut lire la vie, il faut essayer de comprendre. Moi, des fois, mes meilleures idées, c'est quand je fous rien en réalité. Mm. Je sors de chez moi, je vais me promener, je vais faire un tour, je m'arrête, et T'ouvres les puis yeux. j'ouvre les yeux, je me repose, et je pense que quand même, on vit quand même beaucoup de crises aujourd'hui. Si on m'avait dit quand j'étais enfant qu'on allait arriver dans une société où les jeunes générations allaient être dépressives, parce que effectivement, le futur, on le voit pas aujourd'hui. Tu vois, quand tu Ouais. demandes à des jeunes, dessine-moi le futur, ils ne dessinent pas un futur rose, c'est super, on va s'éclater et tout. Moi, mon futur, quand j'étais ado et quand j'étais enfant, c'était le cinquième élément. On voulait aller vers les voitures volantes, machin. Aujourd'hui, personne ne veut aller vers là. Et donc, si tu veux, pour essayer de sortir de ça, il faut essayer, je crois, au quotidien, de faire l'effort de voir ce qui est autour de nous, et d'arrêter, en fait, de tout politiser, de tout recentrer sur son nombril, de dire oui, mais tu comprends pas, moi j'ai un vécu, puis j'ai une famille, puis nanani. Mais en fait, ouais, ok, mon ami, mais le monde, faut le soigner, en fait. Toi, si tu es en position de force et que tu as réussi des choses, et aide un peu les gens ou essaie de comprendre ce qui est autour de toi. Moi, je crois que c'est très important de vivre comme ça, parce que ça veut pas dire qu'il faut être un sauveur, mais au moins d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et d'agir en conséquence, tu vois. Donc moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de faire ça. Même quand je me suis mal comporté, toujours essayé de comprendre. Et donc, pour en venir à ma famille, ça, c'est un trait d'éducation qu'on m'a donné dans ma famille, c'est l'introspection. C'est-à-dire réfléchir à, bon, qu'est-ce que tu as fait et c'est pas quelque chose qu'on te dit formellement, mais c'est une pratique. Tu vois tes oncles, ta grand-mère se poser en disant, écoute, attends, bien, est-ce qu'on aurait dû faire comme ça? Tu crois pas qu'on aurait dû faire autrement? Ah oui, t'as raison. Là. Tu vois, après, ça devient une habitude de vie. De prendre du recul. De prendre du recul, ouais, systématiquement, de dire comment on aurait pu faire différemment, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'il fallait se disputer, etc. Tu vois, voilà. T'as suivi quel genre d'études? J'ai fait un, j'ai fait un bac, je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, mais économique, quoi. Et après, j'ai fait un DUT gestion. Et après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours eu des femmes bienveillantes dans ma vie. Donc, donc moi, je suis le seul garçon de ma famille. Il n'y avait que des femmes dans ma famille. Et après, j'avais une petite amie quand j'étais à la fac au début.
Et elle m'a dit, toi, il faut que tu ailles à Paris, c'est trop petit ici, c'est un terrain de jeu trop petit pour toi. Et c'est vrai qu'elle m'aurait pas dit ça, je serais pas venu à Paris. Et donc, parce que le plan à l'époque, c'était que je fais mon bac+2, et après, je vais travailler avec ma mère dans la boîte familiale, qu'on fera grossir, etc. Et donc, je suis venu à Paris, j'ai suivi une licence et de droit et d'économie. Excuse-moi, je te coupe. Ta mère, elle était OK avec ça? Que tu prennes pas la route forcément de Bon, l'entreprise souvent, elle familiale était ou... déçue, tu vois, mais Ouais. après, elle comprenait, parce qu'elle-même a fait des études, elle a fait un peu sa vie, elle a fait un peu ce qu'elle voulait, donc je pense qu'elle était un peu déçue, tu vois, mais après, je pense qu'elle pouvait comprendre. Une fois, on a peut-être dû se disputer, tu vois, mais c'était pas très grave, quoi. Ok. Non, mais par contre, tu vois, pour venir à Paris, bah, elle m'a dit, je peux pas t'aider, parce que sa boîte marchait pas encore, c'était vraiment les débuts. Et, euh, et c'est vrai que les gens se rendent pas compte aujourd'hui, mais quand tu venais d'une classe populaire en 2004, 2005, tu arrivais à Paris et personne t'aidait, personne ne faisait ça, hein. Enfin, moi, j'étais le seul de mes potes à être à Paris. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, la société a vachement changé. Il y a des écrivains, des journalistes, des scénaristes, des réalisateurs issus de l'immigration. En 2005, il y avait personne. Enfin, il y avait Harry Roselmack à la télé, Rachid Arabe, Jamel Debbouze dans l'humour, le début du Jamel Comedy Club. Tu vois, moi j'avais l'impression que tu pouvais t'en sortir dans la vie grâce aux études. Donc quand je vois les jeunes aujourd'hui qui me disent ah, maintenant les réseaux sociaux, je dis mais attends, tu sais pas d'où on vient en fait. Tu me parles de trucs. Là, oui, en fait, tout ce que les générations d'avant ont fait, vous pouvez les utiliser. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Tu vois, pour rencontrer quelqu'un à Paris, mais tu pouvais pas mettre un DM sur les ça n'existait pas. Il fallait savoir où les gens traînaient, que quelqu'un t'introduise. Mais c'était une galère de ouf, tu vois. C'était un truc. Mais la vie était plus simple aussi. Tu vois, moi, ça m'amusait. La vie était plus simple, quoi. Je trouvais que la vie était vraiment plus simple. Mais- Et du coup, tu as dû te prendre en charge en arrivant. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai toujours été débrouillard. Je suis arrivé, tu sais, je me posais, j'avais pas d'amis. Donc, je me suis inscrit dans une troupe de théâtre. Après, je me suis rapproché d'une asso communautaire qui avait également une troupe de théâtre. Donc, je me suis fait plein de potes. Puis après, tu vois, très vite, en fait, je parlais aux gens à Paris et je disais, bon, comment on gagne de l'argent ici? Et en fait, j'ai découvert à Paris ce que c'était les riches. Parce que les riches que je connaissais à Nantes, ça n'avait rien à voir avec les riches de Paris. Et donc, euh, et donc j'ai compris très vite que tu pouvais donner des cours, faire plein de trucs. Donc, j'ai fait plein de boulots différents, mais surtout, j'ai commencé à donner des cours. Et ça marchait bien parce que je facturais cher, tu vois. Et du coup, ouais, tu vois, franchement, j'avais pas. Si, j'ai eu 6 mois où c'était compliqué, mais pourtant, c'est des années. Un loyer, c'est 250 euros d'un studio. Tu fais 30 euros de courses par semaine, tu manges bien. Le pass, je sais pas comment ça s'appelait, imaginaire, c'était 30 euros par mois. Tu vois, le ciné, c'était 4 euros. Enfin, Mm. rue de Bussy, dans le 6e, maintenant, un verre, c'est 10 euros. À l'époque, tu payais 2 euros. Ben, tu vois, Paris est vraiment devenu une ville riche, quoi, enfin, une ville chère. À l'époque, c'était pas le cas. Il y avait tout un tas d'arrondissements où enfin, tu vivais tranquillement, tu vois. T'avais pas besoin de ramener 3 4 5 000 euros par mois. Et il y avait des ouvriers. Moi, je me rappelle, je vivais rue Orfila dans le 20e. Il y avait encore des gens qui bossaient à l'usine Peugeot, qui habitaient dans Paris et qui étaient au café avec mon oncle, qui discutaient de ouais, les dernières voitures qu'ils vont faire. L'usine va déménager en Tchécoslovaquie, je sais pas quoi. Donc c'était un autre monde, quoi. C'est longtemps que j'avais pas entendu ce nom de rue, j'ai grandi juste à côté. Ah ouais. Du coup, petit boulot pour pouvoir te payer ta vie à Paris, Ouais, continuer les études. ouais. Et après, en fait, si tu veux, à l'époque, tout le monde, enfin, dans les facs d'éco et de droit, tout le monde veut aller bosser dans la finance parce que le bruit qui court, c'est que tu bosses 3 4 ans, tu gagnes bien ta vie, après tu fais ce que tu veux. C'est un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron, en fait, tu vois. Il a travaillé quelques années en banque d'affaires, après il a fait de la politique, quoi. Sauf que moi, je suis diplômé l'année de la crise financière, donc il n'y a pas de boulot en finance. Donc, je fais une année de césure, je pars vivre à Istanbul. Ça me permet en fait de combler peut-être quelque chose qui me manque dans ma colonne vertébrale intellectuelle, tu vois, ou émotionnelle. C'est de renouer avec le pays de mes parents. Et là-bas, j'arrive et je comprends que je suis un Frenchie. Et que, en fait, pour eux, c'est très sympa, 15 jours, un mois, c'est mignon. Ah, il parle avec un accent, blablabli. Ah, il a des manières, c'est charmant.
Mais en fait, pour travailler là-bas, ils sont là, non mais en fait, toi, t'es de là-bas, tu vas pas nous prendre notre travail. En gros, casse-toi avec ta Sorbonne, quoi. Tu vois? Et donc, je reste une année là-bas. Ça me permet de comprendre que je suis vraiment un Frenchie, si je veux que la greffe prenne ailleurs et dans le pays de mes parents, en fait, c'est sortir de soi et s'inventer une nouvelle peau, un nouveau récit, une nouvelle manière d'être. Et donc, je rentre à Paris et je refais un cursus en finance d'entreprise. Et en fait, je suis embauché dans une grande boîte de conseil où je travaille 4 ans et demi. Et en gros, c'est un peu mon service militaire professionnel, tu vois. Gros horaires, des méthodes de travail, ça travaille dur et tout. Et en même temps, je suis pas à ma place, tu vois, je suis malheureux. Je veux pas dire que la boîte est pas bien, en tout cas, ça me correspondait pas. Et par hasard, je rencontre Eric Fotorino, l'ancien patron du Monde, mais quand je dis par hasard, c'est vraiment par hasard, quoi, par un contact à la salle de sport. Et donc, il organise une espèce de grande aventure sportive qui est de faire le Tour de France un jour avant les pros. Moi, j'ai toujours aimé le sport, donc je sais pas, je m'embarque là-dedans et je fais avec Eric Fotorino et 20 autres jeunes le Tour de France à vélo. Ok. On devient poteau. Et donc après, il cherche quelqu'un de plutôt jeune parce qu'il veut créer un nouveau journal. Et il cherche de l'énergie, tu vois. Moi, j'ai 26 ans à l'époque, 27 ans. Et donc, bah, il me dit, je crois, un 3 janvier, je crée le journal à 9h. À 9h30, je le quitte, j'arrive au bureau, je démissionne. Et le lendemain, je commence au journal. Tout en finissant mon taf. Et donc, on crée ce journal qui s'appelle le journal Le 1. Et en fait, j'étais déjà quelqu'un qui aimait lire les journaux notamment, qui m'intéressait à l'actu, à la politique, aux choses du monde, tu vois, au savoir. Mais si tu veux, je découvre le Paris intellectuel, ou la France intellectuelle, tu vois. Et ça me passionne, les écrivains, etc. Donc je fais mon trou au journal. J'aurais rêvé d'être journaliste à l'époque. Et j'écrivais par ailleurs un peu pour le journal, mais j'étais pas officiellement journaliste. J'avais pas fait des études de journalisme et tout. Or, moi, mes mentors, ceux qui avaient créé le journal, ils avaient même pas fini leurs études de journalisme. Et je parlais à des gens qui n'avaient même pas fait d'études de journalisme. Donc, tu vois, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette société à la con, tu vois? Machine, elle a grandi à Paname, donc elle avait les plans, les trucs, elle savait tout. Moi, je suis arrivé à Paris, mais tous les gens de mon bled et autour de moi, on savait, enfin, on connaissait le nom Sciences Po, mais personne ne savait comment entrer à Sciences Po. On savait, enfin, et je disais, mais c'est injuste et tout. Mais en même temps, si je regarde rétrospectivement, moi j'avais une énergie que ces gens, une énergie de vie, tu vois, du fait de ma famille, d'avoir grandi avec des femmes, de la pression policière qu'on a eue sur les côtes et tout, que ces gens n'avaient pas. Et donc je me suis mis à écrire et j'y ai pris goût et je trouvais que mes textes étaient meilleurs, mais pas parce que j'étais plus intelligent, mais parce que je travaillais comme un malade, tu vois. Et, euh, et en plus, j'essayais de dire des vérités à chaque fois, tu vois, enfin, ma vérité en tout cas. Et donc, j'ai écrit trois romans qui n'ont pas été acceptés, mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai ouvert un blog qui s'appelait La Poucave. Et donc, toutes les semaines, si tu veux, je racontais une histoire que je mettais en ligne et je disais pas que c'était moi. Donc, je partageais et donc, j'attendais de voir le retour des gens. Et des gens lisaient, ah, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Mais le fait que les gens ne savaient pas que c'était moi, ça me permettait d'avoir des vrais retours, tu Ouais. vois. Et suite à ça, Et des histoires. tout, Tu tu pouquais avec vois. quoi? Oui, tu vois, je parlais avec un chauffeur de taxi, il me racontait un truc, et Ouais. j'essayais de raconter la conversation, mais tu vois, de manière à ce que, en me disant ce que j'apprenais au journal auprès de mon mentor, Laurent Galzelmer, de tenir le lecteur de la première à la dernière ligne, tu vois, avec des techniques narratives, des trucs et tout. Et donc, si tu veux, ça m'a mis en confiance, tu vois, et je suis pas arrivé avec, après, en disant, ah ouais, je vais finir un livre, ça sera super. Au moins, là, j'avais acquis de la technique. Et donc, c'était un peu, si tu veux, le voyage, les 12 travaux d'Hercule, quoi. Tu vois, un peu l'épreuve qu'il faut passer pour être bon. Et donc, j'ai écrit mon premier roman, Grand Frère. Enfin, en tout cas, mon premier roman publié. Je l'ai commencé le lendemain des attentats du 13 novembre, parce que j'étais quand même, et je suis toujours, hein, moi, je peux pas voir la vie, le bien et le mal. Je trouve que ça fait pitié de voir le monde comme ça. C'est vraiment de la bouffonnerie. Quand on a 5, 6 ans, allez, 18 ans, on peut encore voir les choses comme ça. Euh, à 30 ans, on peut plus voir le monde comme ça. Tu vois, à 35 ans, on peut plus. Et quand on le voit encore à 70, à 80 ans,
pense qu'il faut faire l'effort intellectuel et avoir le courage de se retirer. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que des enfants qui avaient grandi en France, donc avec nous, donc nos frères et sœurs, il fallait comprendre pourquoi ils se retournaient contre leur pays et leurs frères et sœurs, tu vois. Et d'autant plus qu'on regardait la trajectoire de certains, il s'avérait que c'est la force publique et la collectivité qui avaient failli parce que c'était des enfants de la DAS. Et moi, je pouvais pas, tu vois, je veux dire, pour moi, c'était incompréhensible le terrorisme, tu vois. Vraiment, il fallait que je m'explique ça. Il fallait que je comprenne pourquoi j'ai un de mes copains d'enfance qui est parti en Syrie. J'avais besoin de comprendre tout ça. Et j'avais aussi besoin de dire que les jeunes issus de l'immigration, en tout cas, mon personnage central, le personnage de grand frère, c'est le titre du roman, qui est chauffeur de VTC dedans et qui essaie de gagner sa vie, qui découvre Paris et qui va être confronté au truc le plus difficile de l'époque. Il a son frère qui rentre de Syrie et qui est caché dans Paris. Et lui, il est pris dans un conflit de loyauté. Est-ce que je le balance aux flics ou est-ce que je l'aide à se barrer et à refaire sa vie? J'avais besoin de raconter que ce jeune, c'est pas juste ce qu'ils appellent le jeune de banlieue, tu vois. Il pleure, il aime, il a un père, il a une mère, etc. Tu vois. Donc c'est pas juste la représentation qu'ont donné le rap ou le film traditionnel de banlieue, tu vois. Et bon, à ma grande surprise, ce livre a trouvé beaucoup d'écho. Il a gagné un prix, deux prix, trois prix, quatre prix, puis le concours du premier roman, puis des prix à l'international. Il a été traduit dans 20 pays, ce qui fait que ça a été un accélérateur dans le monde artistique, tu vois, et ça m'a fait un nom. Parallèlement à ça, j'avais créé un autre magazine, le magazine America, qui a été un succès d'édition. Et, et bon, là, j'avais une réputation de jeune éditeur, artiste, écrivain, qui se débrouille. On est parti vivre en Allemagne à l'époque. C'est pas moi qui ai choisi, mais ma femme, elle a pris un poste de chercheuse là-bas. C'était juste après le Goncourt. Donc ça m'a permis de me reposer. Et en fait, quand je suis rentré, j'ai fait un truc, si c'était à refaire, je l'aurais pas fait maintenant. Mais bon, j'ai créé le label La Grenade parce qu'il me semblait que le monde littéraire manquait de voix issues de la diversité. Et quand je dis diversité, c'est pas que des gens issus de l'immigration, c'est aussi des gens qui viennent de province, des campagnes. C'est des gens qui racontent des histoires différentes, tu vois. Et donc, j'ai voulu créer ça parce que j'étais à la radio et un journaliste, tu vois, très à gauche et tout, bon, on l'aime bien, tu vois, mais il dit un peu de la merde parfois. Il était dans le no pain, no gain, tu vois. Si quand on veut, on peut. Il m'a dit ça. Et je lui ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai dit, en fait, il y a des systèmes d'émancipation. Je dis, si tu lis Norbert Elias, Sociologie d'un génie, tu comprends pourquoi Mozart n'est pas kényan. Parce qu'il y a un écosystème artistique et culturel en Europe centrale qui fait que Mozart ne peut être que d'Europe centrale et autrichien. Et Mozart ne pouvait pas être français à l'époque parce qu'il n'y avait qu'une cour en France où on prenait des artistes, alors qu'en Europe centrale, il y avait des princes partout, ils se faisaient la concurrence, et les artistes jouaient de cette concurrence pour produire des œuvres. Et donc, non, c'est pas vrai. Je dis, donc, si on a grandi à Brest, c'est beaucoup plus compliqué de se faire éditer que quand on a grandi à Bobigny. C'est une réalité. Et donc, j'ai créé ce label. Ce label a 5 ans aujourd'hui. On a publié 45 livres et je suis hyper fier parce qu'il y a eu des succès. Ça a permis, par exemple, à Jamel Chirigui, qui était un épicier du Nord passionné de littérature, de publier son premier roman. Et ça a également convaincu Oxmo Puccino d'entrer en littérature, où il était très attendu depuis des années. Et il avait des réticences parce que, euh, je sais pas, il s'entendait pas avec les gens du milieu, tu vois. Et donc la Grenade, ça a aussi servi de passerelle et ça a fait entrer 45 personnes en littérature qui n'y seraient pas venues ou qui seraient venues différemment, tu vois. Ça, je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a appris beaucoup de choses. Mais si c'était à refaire, je l'aurais fait maintenant, tu vois, après plusieurs livres, d'autres projets, etc. Parce que j'ai pas pu me consacrer à mes projets personnels à ce moment-là, tu vois, mes projets artistiques personnels. Voilà. Comment ça se fait que tu ce besoin de donner la parole à des gens à qui on tend pas Bah, forcément? parce que si tu veux, moi je trouve que, enfin, faut dire ce qui est. En France, tu vois, tout le monde se plaint de la grandeur du passé. Avant, on faisait ci, on faisait ça. Mais en fait, en réalité, avant, on se bougeait le cul. On était honnête avec nous-mêmes. On avait des valeurs et on appliquait ces valeurs. Aujourd'hui, on n'applique plus ces valeurs. On parle d'égalité,
En fait, les gens, tu leur dis, il y a des problèmes, liberté, égalité, fraternité. Mais poteau, non. Liberté pour toi, égalité pour toi, fraternité pour toi. Pour les autres, t'en as rien à foutre. Tu fais ton beurre. Et en fait, ces valeurs, c'est des belles valeurs, tu vois. Donc moi, j'aime mon pays, je veux faire vivre ces valeurs. Et les gens qui ne font... Parce que moi, j'en ai bénéficié. Les gens qui ne le font pas vivre, c'est mes adversaires, tu vois. Moi, je voudrais qu'en France, on puisse gagner sa vie, faire ce qu'on a envie de faire sans marcher sur les autres, tu vois. Et, et, euh, et donc, ce dont j'ai pu bénéficier par des petites personnes qui m'ont aidé, enfin des personnes ordinaires qui m'ont aidé, j'avais envie d'ériger ça en, tu vois, quelque chose de plus puissant, de plus fort, tu vois. Et, euh, moi, je suis persuadé que c'est dans le collectif qu'on gagne, tu vois. Vraiment. Tu... Moi, quelqu'un qui m'explique, tu vois, on parle de réussite individuelle et tout, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Tu vis dans un pays, c'est le désert, il n'y a rien, les gens ont faim, t'as construit la tour Eiffel. So what, en fait, on s'en fout. Tu vois, tu as construit un très beau système d'irrigation. Hop, il y a des plantes qui poussent au milieu du désert et tout, mais c'est magnifique, tu vois. Donc, euh, ouais, moi, je peux pas concevoir la vie autrement. Et je pense que c'est même pas, faut même pas m'encenser pour ça, tu vois. Je pense que c'est parce que je suis inquiet de ce que va devenir le monde. Je me dis que les gens, il faut qu'ils se tournent vers ça, tu vois. C'est du collectif. Et tu peux faire vivre ta singularité, tu peux exister individuellement dans un collectif. C'est ça une équipe de foot, c'est ça une équipe de basket, c'est ça une équipe de travail, tu vois. C'est pas être que des clones. Euh, mais je peux pas faire autrement, moi. Tu vois, c'est comme ça. C'est en moi. Et quand les gens me le reprochent, bah maintenant je l'assume. Et du coup, ça finit de les convaincre. Tu vois? Quand on me dit, ah, t'as donné trop de force à l'un, je dis, et alors, c'est pas grave. Tu vois? Mais il t'a trahi. Je dis, et alors, c'est pas grave. Tu vois? C'est pas grave. Tout le monde a trahi quelqu'un dans sa vie, tu vois? Parfois, on fait pas exprès, parfois, on se trompe. Donc, euh, faut savoir pardonner aussi, tu vois? Faut savoir passer à côté des choses, tu vois? Tant pis, c'est comme ça. Mmh. Tu dit, que tu voulais, dans ce label, La Grenade, travailler avec Ouais. des gens qui font pas forcément que dénoncer parce que finalement, quand tu dénonces, t'es pas en train de créer, de construire, d'avancer. Bah, ouais, si tu veux, parce que, si tu veux, quand tu es issu de l'immigration, tu vois, il y a une mode culturelle, malgré nous, moi j'ai été là-dedans longtemps, hein, qui était que tu te construisais dans l'opposition, tu vois? Ce qui fait que ton rôle, c'est le rôle du relou. Tu vois, en Mmh. fait, t'es le relou, quoi. T'es le militant, t'es le Che Guevara de service. Et en fait, mais t'as aussi des histoires normales à raconter. Quand je dis normales, c'est des histoires enfin, des histoires simples. C'est des histoires autres que des histoires d'opposition, tu vois? C'est des histoires de famille. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je travaille sur un projet qui vise à faire exister la communauté turque et les personnes issues de l'immigration turque dans l'audiovisuel français. Ça fait 50 ans que ces gens sont là, il n'y a pas une œuvre, tu vois. Pourtant, aujourd'hui, c'est 1 million de personnes en France. Donc, si tu veux, si moi je prenais le discours de Snowflake ou Ouin en disant oui, c'est injuste, il n'y a rien, je m'attaque à qui aux personnes d'origine rebeu en disant en fait, vous faites que pour les gens comme vous et pas pour les autres. Non, je m'en fous. Moi, je vais faire le truc et je vais y arriver et je vais faire ça très bien. Mais en fait, bah, on va montrer, on va raconter le quotidien de ces gens aujourd'hui, tu vois, et pas faire un énième récit. Le Cléon, il est arrivé à pied avec sa valise, et puis c'était galère, et ouin ouin oui, ouin ouin ouin, tu vois. Parce que ça, oui, c'est une toute petite partie du récit. Mais moi, j'aimerais rendre ça drôle, et, et donc pas, je veux pas faire une œuvre où je raconte, ah oui, les personnes d'origine turque n'ont pas de place en France. En fait, c'est relou. Une fois que tu as dit ça, c'est un article dans un journal, tu vois. Après, il faut produire. Et en fait, si tu veux, c'est quand tu construis une œuvre que tu suscites de l'adhésion, tu vois. Je veux dire par là, je sais pas comment je pourrais te donner un exemple de manière simple, mais je crois que tu as besoin de l'opposition politique à un moment. Il y a des gens qui, intrinsèquement, sont des gens qui ont besoin de s'opposer. Moi, j'ai pas. Je sais faire autre chose, tu vois. Je Ouais, sais c'est pas ton construire. énergie, Non, moi, j'aime construire, tu vois. Mais vraiment, je te dis, j'aime construire, quoi. J'aime construire. J'aime pas les gens qui rentrent dans le magasin de vaisselle et qui cassent tout. J'aime pas les gens mauvaise vibe. Par ailleurs, comme tout le monde, je peux être mauvaise vibe, mais j'aime pas les gens mauvaise vibe pour rien, tu vois.
on travaille sur un projet, ne viens pas me parler d'autre chose, ne viens pas me reprocher autre chose, tu vois. Et puis, accepte que des fois, t'es relou, des fois, je suis relou, c'est comme ça. Mais non, je pense qu'il faut construire, c'est urgent, tu vois. Il faut créer des ponts entre les mondes, les gens, si t'as des choses que t'as compris et que d'autres n'ont pas compris, en fait, essaye pas de leur faire rentrer avec un marteau dans la tête, tu vois. Euh, Tu vois, plonge-lui le doigt dans un pot de miel, et puis ça marchera mieux, tu vois. T'as pas mal parlé du travail Ouais. et on oppose, enfin, on associe souvent le talent, le travail sans talent, le Bah, talent en sans fait, le travail. talent, c'est fait pour être gâché, tu vois. Ouais. Mm, Moi, je suis pas encore vieux, mais je suis déjà à l'âge, j'ai suffisamment d'expérience pour voir que des gens qui étaient très talentueux il y a 10 ans, qui ne sont reposés que là-dessus, qui n'ont pas taffé, ils étaient sur l'autoroute, et puis, hop, ils se sont arrêtés à la station-service. Il n'y a pas d'essence dans la voiture, ça n'avance plus. Et j'ai vu d'autres qui étaient moins talentueux au départ, mais qui ont continué, tu vois, tranquillement, en 4e vitesse. Ils dépensaient pas trop d'essence. Chut, ils continuent, ils tracent leur sillon et ça avance. Et donc, en fait, quand ça marche pas, quand tu as un projet et ça marche pas grave. Next, tu vois, apprends. C'est pas grave. Tu vois, ça arrive quand tu es jeune, c'est ton premier projet. Tu as l'impression que si celui-là marche pas, c'est la fin de ta vie, tu vois. C'est vraiment. Moi, j'entends des gens, ah, j'ai 40 ans, j'ai pas encore réussi ce que je voulais faire. Je dis, mais réussir sa vie, faut rater sa vie, tu vois. Réussir sa vie, c'est complètement débile, tu vois. La vie, faut la rater. En fait, l'échec, tu vois, c'est toujours beau. Moi, j'ai édité le livre d'un grand boxeur, double champion du monde. Ce qu'il a raconté dans son livre, le livre s'appelle Je ne sais toujours pas si j'aime la boxe. Et lisez-le, c'est un livre génial. Et de Brice Faradji. Et les 3 combats qu'il raconte, il raconte plein d'autres choses dans le livre, mais les 3 combats qu'il raconte, c'est ces 3 grandes défaites. Et moi, je pense que, tu vois, pour réussir sa vie, il faut la rater, sa vie. Parce que si tu réussis, ça veut dire que tu n'as rien essayé. Et en fait, la majorité dans ta vie, tu rates, tu vois. Tu rates. Enfin, c'est comme ça, tu vois. Je veux dire, euh, en amour, tu te prends plus de râteaux que de moments où ça marche. Enfin, si tu comptes toute ton adolescence, machin et tout, tu fais de la musique, mais 90% de ce que tu as fait, ça part à la poubelle. Mais pour que les 10% soient bons, il faut tout ça, tu vois. Je sais pas, tu fais de l'haltérophilie, bah, avant de passer la barre de 140 kilos, bah, en fait, 99% du temps, tu ne la passes pas, cette barre. Au basket, c'est pareil, avant de pouvoir marquer le 3 points, bah, tu tires 1000 fois, ça rentre pas. Donc non, moi je suis partisan d'essayer et de rater. Il faut rater. C'est très important. Euh, Moi, tu regardes mes textes, j'ai des caisses et tout, de notes, où il y a des gribouillis, des conneries, des trucs. Mais par contre, si tu veux, avec le temps, ce que t'apporte l'expérience, c'est que tu sais que des fois, tu as une idée qui vient, donc au départ, elle est un peu brouillonne. Les gens qui ont moins d'expérience, ils vont rien y voir. Et toi, tu sais que tu tiens quelque chose là, mais qu'il faut creuser. Et en gros, tu vois, tu vas en faire un beau tableau. Mais au départ, c'est juste un espèce de brouillon. Tu vois, des fois, c'est juste un jeu de mots. Et en fait, tu vois qu'il y a un univers qui commence à grandir. Et en fait, il faut tirer le fil. Il faut tirer le fil, il faut tirer le fil, il faut creuser, 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 creuser. Et après, les gens te disent, ah, mais lui, il a toujours des bonnes idées. C'est juste, attends, au départ, c'est parti d'une vanne. Et après, oui, après, on t'en a fait un bateau de croisière, tu vois. Mais au départ, c'était un bout de bois dans l'océan, tu vois, c'était rien. Et pour ça que ça, et tu vois, moi, par contre, toujours cultiver l'originalité. Vraiment, moi, si c'était à refaire, tu vois, même, je me dirais, faut pas avoir peur de paraître chelou. C'est pas grave, tu vois. C'est vraiment, c'est pas très grave. Mais suivre son intuition, quitte à paraître chelou. Et puis, ça sera beau. Puis surtout, mettre de l'authenticité, de la sincérité dans ce qu'on fait. Et donc, je... c'est important, tu vois, c'est important. Puis déranger, faut pas hésiter à déranger. Euh, Pas blesser, mais déranger. Mhm. Voilà. Mais c'est dur des fois quand si toi, tu as une intuition, tu te dis, ok, j'ai flairé une piste, j'ai envie de creuser. Ça se trouve, tu es complètement à côté de la plaque. Enfin, tu vois, c'est dur de Ouais, mais il dire, faut se est-ce que je suis tromper. déter ou est-ce que je suis Ouais, complètement mais non, têtue? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Tu Non, vois, mais comment... c'est pas grave de rater. C'est juste, faut faire des essais.
Donc, tu vois, si tu vois que pour tester ton idée, ça va te prendre 10 ans, non, il faut essayer de trouver un modèle où tu peux le tester assez rapidement. Mais moi, par exemple, sur mes textes, tu vois, je fais très gaffe quand je partage à mes proches parce que tes proches, déjà, ils sont bienveillants. Et de deux, ils lisent pas un texte, ils lisent la part de toi qui leur est inaccessible. Donc forcément, ils trouvent ça toujours intéressant, tu vois. Et donc, quand je fais lire à des gens que je connais, je sais que c'est des gens qui ont un œil professionnel. Et je leur demande de critiquer le travail que j'ai rendu, tu vois. Et j'ai pas besoin, enfin non, j'aime pas dire la phrase, oui, comme tout le monde, j'ai besoin d'entendre que c'est formidable. Mais j'ai pas besoin qu'on me le dise tout le temps, tu vois. Euh, mais par contre, ce qu'il faut faire, je pense, quand on conseille quelqu'un, c'est de mettre les formes. Tu vois, si on voit que la personne a mis énormément d'énergie, mais que ça va pas, on va pas commencer par dire ça va pas. On va dire, ouais, gros, écoute, c'est super, déjà tu l'as fait, etc. Il me semble que peut-être que tu peux améliorer de cette manière-là. Et la critique est constructive et positive, tu vois. Ça, c'est un message que j'ai envie de passer aux gens, c'est soyez tu vois, le constructivisme, quoi. En fait, regardez que les gens ont déjà fait quelque chose, et puis aidez-les à hisser, tu vois, à hisser le travail ailleurs. Et moi, je déteste les gens qui arrivent et qui, avec un bat de baseball et qui pètent tout. Et en fait, il faut aussi savoir s'en protéger de ces gens, parce qu'en réalité, ils parlent d'eux. C'est leur doute. Ça, j'ai mis du temps à comprendre aussi que souvent, beaucoup de gens, quand ils critiquent les choses, en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Vraiment, enfin. Et ça s'est toujours avéré vrai. Toujours, 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 toujours. C'est comme ça que tu bosses en tant qu'éditeur, C'est-à-dire? avec tes auteurs. Ouais, D'être j'essaye. dans toujours le J'essaye. constructif, j'imagine. Ouais, ouais, toujours, j'essaie de les pousser dans leur retranchement. C'est dur pour eux des fois. Bah, c'est dur pour tout le monde, hein, tu vois. Mais oui, c'est dur, tu vois. Mais après, bon, de toute façon, j'essaye en douceur d'expliquer que, tu vois, le monde de l'art, c'est un monde, c'est Hunger Games, quoi. Mais vraiment, je, il n'y a pas d'égalité dans l'art. Tu peux créer une égalité des conditions, tu vois, des conditions d'accès, et après, tu peux pas forcer le public à t'aimer. Et quand tu forces le public, de toute manière, au bout d'un moment, il te rejette et ce sont des faux succès. Et on connaît tous des artistes forcés, tu vois. Il y a des gens qui gagnent leur vie, mais en fait, les gens s'en foutent, ils les oublient en 2 secondes. En fait, finalement, c'est pas intéressant, etc. Donc, bah ouais, quand t'es artiste, il faut te mettre dans le dur, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça que t'inventes, T'as quoi. dit un jour que si la flamme c'est ta meilleure amie, t'es foutu. Ouais, bah, la flemme, faut apprendre à la ménager, tu vois. Moi, j'aime bien être flemmard aussi, mais Je trouve qu'il y a deux types de flemme. Tu vois, enfin, il y a la flemme qui va torpiller ton projet ouais. et il y a la flemme qui va te faire les trucs à la dernière minute, Ouais, un oui, peu je vois ce que tu veux dire. procrastiner, tu vois. Et Ouais. finalement, c'est là où le génie il sort. Bah, si tu veux, oui, voilà, il y a la flemme où t'as l'intuition qu'en fait, t'es en train de travailler pour rien et qu'il y aurait un chemin plus court. Et en fait, c'est une flemme quand même où inconsciemment, t'es en train de trouver ce chemin, tu vois. Et puis, il y a la mauvaise flemme, on va dire. En fait, c'est pas de la flemme, c'est de la peur et c'est du doute. Et donc, tu vas t'occuper à jouer à la PlayStation ou à t'envaser dans des vidéos YouTube ou des séries que t'as pas besoin de regarder ou des conversations téléphoniques que tu n'as pas besoin d'avoir. Et en réalité, il suffirait juste de faire un tout petit effort en te mettant sur ton projet. Et souvent, c'est les dernières marches que t'as pas envie de faire, tu vois. Tu vois, tu montes dans le bâtiment, il y a 5 étages à monter, tu es au quatrième, et là, tu te dis, ah, ouais, et si je prenais l'ascenseur? Et en fait, t'attends l'ascenseur, il vient jamais, tu vois. Et donc, c'est ce petit effort, tu vois, souvent, qui est difficile. Et je pense que c'est un trait typiquement humain, tu vois. Si c'est autant partagé, on en parle autant, c'est qu'en fait, on a naturellement la flemme. C'est comme ça. Et donc, c'est vrai que d'essayer de conjurer la flemme, ça permet d'avancer. Tu vois, moi, par exemple, moi, j'étais un grand sportif. Maintenant, j'ai vraiment la flemme en sport. Vraiment, j'ai du mal à prendre plaisir à faire du sport et tout. Donc, je le fais comme on se brosse les dents. Mais c'est une obligation, quoi. Mhm. Et j'aimerais bien trouver une activité physique ou sportive où je prends plaisir. Le plaisir, c'est le meilleur driver, tu penses? Le kiff de faire quelque chose? Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, le plaisir, le plaisir, oui, oui, faut essayer de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Parce que sinon, c'est dur. Et pour beaucoup de gens, c'est vrai que, bah oui, le travail est dur, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils trouvent pas autre chose, parce qu'ils n'ont pas d'autre idée.
parce qu'il y a des obligations familiales, financières, et donc ils Ouais, font ça peut être un luxe aussi. Enfin, de... tout le monde ne peut pas faire les choses juste par Mais plaisir. évidemment, Ouais. je veux dire, c'est pour ça qu'il faut, quand on a un travail plaisant, il faut en avoir conscience, et il faut pas se plaindre pour rien, tu vois. C'est une chance de faire un travail qui nous plaît. Et en plus, si tu fais le travail qui te plaît, et en plus dans le confort, parce que des fois tu fais le travail qui te plaît, mais tu n'es pas dans le confort, tu vois. Euh, je pense, tu vois, par exemple, j'ai de la famille qui est médecin à l'hôpital, mais c'est pas un travail confortable, tu vois, mais c'est un travail passionnant. Mais donc quand les gens se plaignent comme ça, bah, en fait, tu vois, moi, c'est comme si j'étais avec eux dans la voiture sur l'autoroute, et je mets le clignotant pour eux, on s'arrête à la station-service, je descends de la bagnole, je monte dans une autre voiture. Parce que je peux pas, en fait. Tu vois, je peux pas. C'est quoi cette histoire? Tu fais un truc qui te plaît, et en plus tu dis ouais, ouais, ouais. Casse-toi, Mm. casse-toi. Non, mais vraiment, c'est Mm. bon, tu me saoules. Ça me gonfle, tu vois. J'ai une amie qui a une entreprise, tu aurais pu l'interviewer pour le podcast. Et quand elle recrute des gens, elle leur demande, racontez-moi le plus gros problème de votre vie et comment vous l'avez solutionné. Elle me dit, tous ceux qui me racontent qu'ils ont galéré dans un déménagement, out. Tu vois, elle me dit, c'est pas un problème, un déménagement. Mais Ouais. moi, j'ai entendu ça, hein, de gens avec qui je travaillais. Oui, j'angoisse, je change d'arrondissement, je n'ai plus mes repères. C'est quoi cette histoire? T'as pas honte de dire ça? Il y a des gens qui arrivent, ils ont vécu des attentats, des trucs, ils changent de pays, machin. Tu me parles de déménagement. C'est quoi cette histoire? Et donc, non, non, moi j'ai été éduqué, moi j'aurais même honte de dire ça. Ah, Tu mais vois? on retrouve ce truc de toujours prendre du recul, tu vois. Bah, c'est Ce que très tu important. disais de Attends, ton moi enfance. je peux Ouais. me plaindre de ma vie, tu vois, les gens me disent, ah oui, quand même, vous avez vécu des attentats. Mais il y a des trucs 100 fois pires, tu vois. Je veux dire, moi j'aimerais pas. T'imagines la vie de Gisèle Pellico aujourd'hui? Non mais, je veux dire, les gens se rendent pas compte. Mm. Moi, j'ai pas un de mes proches qui a organisé, qui a ramené 100 personnes chez moi, qui m'a drogué, et des personnes qui m'ont violé, tu vois. Enfin, les gens sont quand même. J'ai pas eu la vie de Simone Veil, tu vois. À 17 ans, j'étais pas dans un camp de concentration. Non, mais donc, je dis pas, mais c'est pas de se dire, oui, il y a pire que nous. C'est de se dire, il y a la honte de se plaindre, tu vois. Il y a un moment, on peut pas, comme ça, gratuitement. Non, non, j'ai pas un frère qui est mort de violence policière, tu vois. Je suis pas dans ce genre de combat judiciaire. Donc, non, non, mais moi, ça vient de la honte, tu vois. Et je pense qu'il faut avoir une structure morale et une éducation morale sur ces choses-là, tu vois. Respecter la loi, ça suffit pas. T'as dit que quand tu faisais quelque chose, quand tu entreprenais, quel que soit le sujet, il fallait le faire avec ambition et que, par exemple, Grand Frère, tu l'avais écrit en te disant, je vais gagner le prix Goncourt. Alors, il s'avère que... C'est vrai que quand tu mets de l'ambition, tu vois, en fait, tu fais mieux. Bah, moi, tu vois, il m'arrive de devoir écrire des discours de mariage pour des amis. Bah, en fait, je me projette en me disant, c'est moi qui me marie, tu vois, et je veux faire un beau Ok. discours. Et donc, parce que sinon, je vais torcher, tu vois. Et après, par exemple, je prends l'exemple du discours de mariage. Après, la difficulté, c'est que il faut quand même que ce soit les mots, que je mette les mots dans la bouche de la personne qui va le dire. Donc, c'est pas de mon discours non plus. Mais si je me mets pas dans l'ambition de dire c'est quand même mon mariage, ou des fois, tu vois, je me rappelle une fois, je me suis dit, ouais, c'est le discours du prince Harry, du prince William avec Kate Middleton, donc il peut pas dire n'importe quoi. Bah, tout de suite, je me projette, tu vois. Donc Ouais. ça, c'est des techniques mentales pour essayer d'amener le truc plus loin. Tu le fais toujours, enfin, tu mets cette Ah ouais, intensité ouais, dans tout? ouais. Bah oui, tu vois, moi je parlais du sport, mais c'est vrai que même quand je fais du sport, putain, je me marre. L'autre jour, j'étais à la boxe, je faisais du sac et je me suis dit, ouais, tu fais comme si tu prépares un combat contre Tyson. Comme ça, tu te motives un peu, Ouais. tu vois. Euh, Oui, oui, bah, oui, tu vois, autant faire les choses un peu, tu vois, en prenant les choses au sérieux, quoi. Ouais. Bah, au moins, si ça réussit, t'es fier de ce que t'accomplis, quoi. Oui, puis au pire, ça marche. Au pire, t'as un prix Goncourt. Tu disais tout à l'heure que t'avais écrit quelques romans avant que t'en aies un qui soit publié. Yes. Aujourd'hui, tu les relis, tu les trouves... Pas bon, Ouais, mais c'est pas grave. ouais. Il fallait les faire, tu vois. Et comment t'as su que, un, on ne publie pas, deux, on ne publie pas? Comment tu sais que t'es quand même dans la bonne voie? C'est juste que t'as pas exactement trouvé la bonne Bah, manière parce de que faire les tu lis choses. les textes qui sont publiés, on te fait des retours, et puis tu mets tes textes de côté, tu les relis, et puis tu as l'humilité de te dire, effectivement, c'est pas au niveau, tu vois.
Et après, j'ai compris aussi que, si tu veux, il y a une part aussi, tu vois, dans l'art, les gens te font confiance. Et donc, quand tu as déjà créé un lien de confiance avec un éditeur, il sera plus apte à juger positivement le texte que tu as produit. Et donc, et après, il y a des techniques, tu vois. Là, par exemple, moi, avant de faire lire un texte, souvent, je demande à l'auteur de me l'envoyer, je refais la mise en page. Parce qu'en réalité, la mise en page, c'est comme le maquillage, tu vois. Avant de voir tu rencontres quelqu'un, ce qu'elle a dans l'âme, dans le cœur, bon, bah, tu juges un peu aux Ce que tu vêtements, à vois. l'attitude, voilà. Et donc, la mise en page, elle compte, le titre, les premières lignes, etc. Tu vois, mais ça, t'apprends avec l'expérience, tu vois. Et si tu dois emmener, par exemple, un éditeur ou un lecteur sur une histoire difficile, peut-être qu'il faut commencer, tu vois, un peu soft, tu vois. Voilà. Ça fait quoi de gagner un prix Goncourt? Et tous les autres prix d'ailleurs que tu as gagnés, mais ça fait quoi à l'ego? Je sais pas. Tu sais, je me rappelle quand mon éditeur me l'a dit, on était dans son bureau, le téléphone sonne, il dit ah ouais, et tout. Je l'ai regardé, je dis c'est cool. Viens, on va le chercher avant de. Ne faites pas trop, ça porte malheur, on va se casser une jambe, on va se faire écraser. Et en fait, non, ma copine Lydie Salver, qui est une grande écrivaine qui avait eu le Goncourt avant, m'a dit c'est un pied de biche, ça va te permettre d'ouvrir des portes. Et donc, bon, il y en a qui aiment flamber, il y en a qui, du coup, en profitent pour devenir des dandys, des séducteurs. D'autres, comme ça, ils sont tranquilles, ils ont un peu d'argent. Moi, je me suis dit que ça m'ouvrait le champ des possibles, tu vois. Voilà. Enfin, je veux dire, la reconnaissance, tu vois, tu disais tout à l'heure, de temps en temps, c'est quand même cool. Quand on te dit que c'est formidable ce que tu fais, c'est quand même un peu nécessaire. Même si ça doit pas être forcément un driver, c'est cool d'être reconnu quand même, non? Oui, c'est cool, mais si tu veux, moi, bon, de toute façon, il y a un truc, je me suis fait avoir comme beaucoup de gens qui ont un prix, c'est que je pensais que j'étais arrivé au bout du chemin. Et que maintenant, j'allais agiter mon poignet et tout le monde allait dire bravo, quoi, comme un singe savant. Et qu'en fait, non. Je veux dire, tous les projets que tu démarres à zéro. Tu vois? Tu démarres à chaque fois à zéro. Et ça, il faut avoir raté un projet, c'est de casser les dents pour piger qu'il faut tout redémarrer à chaque fois. Quand tu es artiste, se situer, comprendre les gens qui sont arrivés, comment les canons esthétiques de l'art ont changé. Et ça, pareil, si tu crées une entreprise, tu as un produit, à chaque fois, tu dois repenser ton marketing. Tu vois, Apple l'a pas fait avec son machin, là, son masque. C'est le premier truc où ils ont un échec commercial. Ça se vend pas, leur masque. Mhm. Ils n'avaient pas eu ça pour la montre, l'iWatch. Ils ont pas du tout eu ça pour l'iPhone. Et je pense que c'est indépendamment de la qualité de ce que tu proposes. Il faut qu'à un moment, le contenant et le contenu s'alignent. Et parce que dès que tu te dis, ah, c'est génial, tout le monde me connaît, je suis Elon Musk, je vais faire une voiture électrique. Bah non, non, il y a une manière d'amener la chose, quoi. Et ça, pour faire un pont intellectuel, Norbert Elias, dans Sociologie d'un génie, c'est un livre qui raconte comment Mozart devient ce génie célébré, et c'est pas du no pain, no gain. Ça raconte les conditions autour de lui, son père, sa sœur, ses mécènes, etc. Il t'explique qu'en fait, Mozart, il comprend que il faut pas être comme Beethoven en dehors du canon artistique qui va exister après Mozart. Il faut être au bord du canon artistique pour être célébré comme un génie. C'est-à-dire que tu crées une œuvre que les gens peuvent comprendre et en même temps qui est suffisamment différente pour être célébrée comme neuve. Si tu es en dehors du canon, c'est le cas de Beethoven ou de Van Gogh après, qui fait de la peinture qui est incomprise et qui sera comprise après sa mort, eh bien, ça va pas. Mais il y a un autre exemple, un exemple business. Thomson invente la technologie du micro-ondes. Pas la boîte, pas la machine, mais le fait d'envoyer des petites ondes. Mais sauf qu'ils arrivent dans un contexte de guerre, donc c'est trop tôt, donc ils veulent créer des fusils à micro-ondes. Sauf que ça tue également les soldats français. Et en fait, bon, ils laissent tomber le brevet, il est racheté par des Japonais qui se disent ah, c'est super, il faut une petite boîte, et on réchauffe des aliments, on les fait cuire avec. Et donc ça raconte que des fois, tu arrives trop tôt. Ce que tu as fait, c'est trop chelou, et le contexte dans lequel tu le sors, les gens sont pas capables d'en faire quelque chose, tu vois. Parce que tout le monde parle de la guerre à l'époque, donc il faut fabriquer des armes. Et les Japonais arrivent dans l'après-guerre en se disant non, mais là, c'est les années 50, la classe moyenne, il faut faire des fours. Mais du coup, c'est-à-dire que des fois, il y a des idées qui prennent pas et en fait, faut pas forcément les jeter à la poubelle. Non, non, mais C'est des dur fois, de savoir, de non, jauger du coup. bah, mais ça, c'est l'expérience, quoi. Tu as dit aussi, je crois que tu parlais de la grenade, sans certitude, mais
Que si un jour t'étais plus là, il fallait que ça marche sans toi. Moi, c'est ma conviction. Si tu crées un système, il faut que le système il survive aux hommes, tu vois. La République française, ça a survécu à ses fondateurs, tu vois. La Sécu, ça a survécu à ses fondateurs. Et tous les systèmes qui reposent sur des hommes sont capables de faillir, tu vois. Et donc, il faut être capable de créer des systèmes autonomes. Et que si tu mets une personne qui est douée, elle va un peu l'améliorer, elle va rehausser. Mais tu vois, un club de foot qui dure, c'est un club de foot qui survit à ses entraîneurs. C'est ce que tu te souhaites pour la Grenade. Oui, oui, impérativement. Tu disais aussi que en, en tant qu'artiste ou Ouais. écrivain, il fallait savoir naviguer habilement entre le narcissisme et la modestie. Ah ouais, Tu vois, le côté un peu, je dois quand même me kiffer, croire en moi, et en même temps, il faut que je sois capable d'écouter ce qu'on a à me dire. évidemment. Ouais, ouais, bah ça t'apprend en fait, si tu veux. Moi, de toute façon, tu sais, j'ai été éduqué comme ça, je crois beaucoup à l'entre-deux et bon, je sais que c'est une notion qui a été pervertie par Emmanuel Macron qui l'a galvaudé, le en même temps, mais je crois beaucoup à ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut, dans le même geste, dans l'art notamment, croire en soi et en même temps être capable d'entendre. Et capable de se dire, c'est pas bon ce que je fais, mais je suis dans un début. Mais c'est vrai dans plein de choses dans la vie, tu vois. C'est applicable dans plein de choses, plein d'aspects, je sais pas, le sport, les relations amicales, amoureuses, créer un projet professionnel. Il faut croire et en même temps être bon, être un peu dans l'autocritique, écouter, etc. Et comprendre, donc prendre du recul. Sur... Puis des fois, même quand tu crois pas en toi, en fait, quand tu as besoin de convaincre un partenaire, bah, tu arrives comme un marchand de tapis, tu vois. On va le faire, ça va être génial. Fais-moi confiance. Tu Mais vois. qui est là pour te rassurer, toi? Si toi, tu crois pas Ah, c'est en pas ce que tu grave, tu fais. vois. Mais moi, je crois vraiment dans la vie, tu fabriques des oui à partir de 2, 3, 4 peut-être. Tu vois, tu as 2, 3 peut-être autour de toi, tu les rassembles, tu les rabiboches, tu jettes un peu de sucre au milieu, tu mets ça à la poêle, hop, ça fait une crêpe. Tu vois. Mais je te jure, tout est comme ça. En fait, ça, moi, je l'ai pigé quand j'étais ado sur les relations amoureuses, tu vois. Ouais, Il y a 2 peut-être, et puis hop, tu fabriques un oui. ouais. Tu vois, et hop, ah, c'est bon. Et ah, bah, tu sors avec Tiffen. Ah, génial. Tu vois. T'as déjà eu des projets comme ça où tu croyais pas vraiment, tu savais pas bien ce que tu vendais, mais... Mais tout le temps. Mais je te jure, c'est que ça. Hein. Moi, tu sais, ça m'est arrivé récemment, tu vois. Je suis dans le métro avec un co-auteur, on veut vendre un documentaire sur un phénomène musical, un artiste phénomène musical. Et dans le métro, en y allant, je lui dis, en vrai, c'est une série documentaire. Il me dit, ouais, carrément. 5 minutes après, on était devant les producteurs. Bonjour, on vous présente, on a un projet de série documentaire. Ils l'ont acheté. On n'avait rien écrit. Donc on est reparti, on vous envoie Ouais. le doc, on l'a écrit en urgence et tout. Mm. Ça a été vendu. Tu vois. Parce que si on s'était dit, ah ouais, mais viens, on leur vend ça, je dis, écoute, viens, on y va. Au pire, ils vont nous dire non à ça, on cale l'autre. Euh, mais voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que je sais que tu as beaucoup de projets, Ouais. toujours plein de projets, voilà. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu les projets que tu as en parallèle de tout ce qu'on a évoqué? Est-ce qu'il y a des choses qui tu as envie de partager? Ouais, il y a un truc qu'on va lancer prochainement. Alors, je vous préviens, si quelqu'un copie, ma meuf est agrégée de droit, j'ai les meilleurs avocats français autour de moi et ça me coûte rien. Vous, ça va vous emmerder très longtemps et on va vous vider vos comptes en banque. Donc, ne copiez pas. On va créer un truc qui s'appelle l'Intello Comedy Club. L'Intello Comedy Club, c'est un espace, un spectacle où on va réconcilier le monde intellectuel, le monde de la recherche et le monde de l'humour, le grand public. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le savoir vient des intellectuels médiatiques. L'intellectuel médiatique, c'est un toutologue. C'est quelqu'un qui a réponse à tout J'adore ce mot. et qui a solution à rien. Donc il vient à la télé, il parle, on pense qu'il parle intelligemment parce qu'il est érudit, mais tout ce qu'il dit ne solutionne pas la société. Moi, cette sensibilité, elle me vient du journal où j'ai travaillé, le 1. Le 1, c'est un journal où chaque semaine, on avait un dossier et on se disait, une question d'actualité, plusieurs contributeurs pour se fabriquer un avis. Ok. Par ailleurs, ma femme est chercheuse. Et donc, je sais ce que c'est la recherche. Je sais ce que c'est l'humilité d'un chercheur qui a son domaine et pas le reste.
Et un chercheur, il est capable de te dire, je n'ai pas de solution là-dessus. Mais voilà des pistes de réflexion. Et le chercheur, il a l'humilité de ne pas aller dans les médias pour dire n'importe quoi. Or, en fait, aujourd'hui, la société, elle est fichue d'une manière où la figure du gourou est revenue en force. Et donc, on a des gourous médiatiques. Les jeunes connaissent Oussama Ammar, qui dit n'importe quoi. Il n'a jamais créé une boîte qui a marché. C'est un imbécile, mais c'est un amuseur public. Mais je pense qu'il ne faut pas appliquer ses conseils, surtout pas. Mais les gens aiment les gourous aujourd'hui. Les gens, ça les fait marrer d'entendre Bassem. Moi aussi, je le trouve drôle. Mais ce qu'il dit, quand même, c'est un peu des poubelles qui rentrent dans nos oreilles, quoi. Parce que ça reste ce qu'il raconte, mine de rien. Et on se met à penser comme ça. Et donc, moi, je veux remettre de la recherche de manière, comment dire, grand public, tu vois, populaire. Et ça, on va le faire avec des humoristes. Donc, l'Intello Comedy Club, pour résumer, c'est une fois, tous les 2 mois, une question d'actualité. La première, ça sera « Que va-t-on manger dans 20 ans ?» Il y aura 3 chercheurs, un paléoanthropologue, qu'est-ce qu'on mangeait avant, qu'est-ce qu'on mangera demain, un sociologue, un ingénieur agronome, et 3 humoristes. Et ce sont une série de sketchs et de stand-up. Moi, j'anime. Je suis juste maître de cérémonie. Je n'ai pas prétention de... Je ne sais pas répondre à cette question, mais il y a des gens qui sont là pour nous expliquer et d'autres qui sont là pour vulgariser avec humour. Et donc, ça sera un spectacle d'1 heure tous les 2 mois dans un grand lieu. Le premier, normalement, aura lieu au printemps à l'École normale supérieure. Je pars d'ailleurs cet après-midi pour en discuter. Tu vois. Et donc, ça, c'est un projet de cœur. Tu vois. C'est pas un projet conçu pour... on va pas gagner nos vies avec, mais il faut que ça existe, tu vois. Voilà. Pardon pour le long détour pour expliquer ce que c'est. Non, c'est passionnant. Peut-être que dans l'interview, vous pourrez commencer par le concept et après expliquer ce que c'est. Notre point, vraiment, c'est de ringardiser les intellectuels médiatiques. Et je sais que ça plaît au grand public parce qu'on n'a pas été éduqué à l'université, à l'école, à décrypter ce qu'était le discours rhétorique séduisant du savoir, en fait, la manière dont on approche la science. Mais là, on va commencer à expliquer aux gens, disant comme machin chouette qui a parlé de ci, de ça, de ça, de ça. En plus, il s'exprime là-dessus. En fait, faut même plus l'écouter. Tu vois, moi, je sais pas, quand je suis malade, je vais pas voir le boulanger. Je vais voir un docteur. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est ça, les médias. Tu vois. Ouais. Enfin, pas tous, mais il y a une partie des médias, toutes les chaînes d'information continue. Je veux dire, c'est délirant, en fait, si tu veux. Un avocat en droit de la famille, il parle du conflit au Moyen-Orient. Mais c'est de la folie, en fait, tu vois. C'est de la folie. Oui, cette espèce de soupe. Je sais plus si on en parlait, si on avait déjà mis les caméras ou pas, mais tu vois, le fait aussi que l'avenir il soit si flou, j'ai l'impression que dès qu'on a l'impression que quelqu'un a une solution, un truc, tu vois, on se raccroche à des trucs. C'est dément. Il y a un truc que j'ai vu, qui a marché. Je veux dire, vous allez voir, ça va arriver. Les jeunes ne sont pas cons. 2 mois de confinement, toutes les pollutions, elles baissent. Et demain, tu auras un groupe de hackers écologistes, ils vont niquer l'Internet mondial. Mais tu vas voir, il y aura des dauphins à Venise, il y aura des requins dans la Seine. On va en venir là. Et là, les premiers signes de ça, c'est l'attentat aux États-Unis contre le patron du groupe d'assurance, le jeune qui l'a tué. Parce qu'ils sont en colère. Et ils ont raison d'être en colère. Je veux dire, ils ont raison d'être en colère contre la génération de mes parents. Tu vois, notre principal bien commun, la planète, ils l'ont niqué. Tu vois, tout ça pour aller en hôtel Club Med à Essaouira. On n'a rien à foutre, en fait. C'est nul, tu vois. Je veux dire, moi, je sais pas, ma mère, elle passe son temps dans les avions maintenant, avec des vols low cost, on est allé là-bas. Je dis, mais t'as pas besoin de ça, tu vois. Oui, mais j'ai mérité, je suis retraité. Enfin, tu vois. Et moi, je suis un peu fâché contre cette génération. Mais j'ai juste envie d'être fâché, j'ai pas envie de m'opposer. J'ai envie qu'ils comprennent que pour eux, la vie était facile. Et hier, à l'époque de nos parents, il y avait la lutte des classes. Aujourd'hui, c'est la lutte des âges, tu vois. Tout montre que la société est opposée entre jeunes et pauvres. Les jeunes votent, enfin, ceux de la génération qui sont nés en 2000 et fin 90, ils votent pour les extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Les vieux, ils votent pour le centre. Les écarts de patrimoine, en 30 ans, ils ont été multipliés par 10. Moi, je vois des jeunes que je reçois en stage, ils sont en galère de fric, tu vois, alors qu'ils sont payés un petit peu plus que je l'étais quand j'ai commencé à travailler il y a 18 ans. Mais pas beaucoup plus, tu vois, ils devraient être payés 30 à 40% de plus. Mais je veux dire, c'est dur pour les jeunes aujourd'hui. Ouais. C'est dur, tu vois. Donc quand je vois des vieux rigoler, ah oui, ils ont des problèmes de santé mentale et tout, bah
Gars, ils ont eu 3 ans de Covid dans les pattes, des cours en distanciel. Nous, on a des amis profs qui nous disent qu'il y a des suicides dans les classes. Moi, j'ai jamais vu ça à la fac, des gens qui se suicident, des machins, Enfin, oui, c'est pas juste la santé mentale est à la mode. Non, ils vont pas bien. Donc, il faut leur tendre la main, il faut comprendre. Il faut être conscient de certaines Ouais. choses, il faut que les choses bougent, mais si t'es animé que par la colère, tu vas rien construire finalement. Ah, évidemment, mais bon, il y a des fois pour secouer, à un moment, Ouais, faut que ça fasse faut foutre le feu à la maison d'abord, tu vois. Mais moi, je serais jeune aujourd'hui, je ferais la grève des cotisations sociales. Hein. Je dirais, les retraites, allez vous faire foutre. On paye pas. Non, mais on paye pas parce que vous ne foutez rien pour la planète. Faut qu'il y ait un échange dans la société, tu vois. Et je sais pas, tu vois, les lois contre les pesticides, à chaque fois, ils les abrogent pas. Il y a plus d'oiseaux en ville. Moi, je raconte à des enfants, tu vois, je suis enfant. Une fois, les enfants me disent, je vois des cigognes, je dis, ah, putain, c'est cool et tout. Ils me disent, ah, comment tu connais ça? Je dis, bah oui, mais comme il n'y a plus de cigognes, ils en parlent pas à l'école. Nous, on a appris à l'école les cigognes, machin. On sait que ça amène les enfants. Elles arrivent elles arrivent au printemps. Mais là, tu vois des cigognes à Paris, là, en décembre. Donc, tu sais qu'il y a un dérèglement climatique. Il y a un truc qui cloche. Normalement, elles devraient être en Afrique. Mais elles sont à Paris. Donc, non, là, je pense que c'est pas un sujet à la mode. L'écologie, c'est pas qu'un sujet à la mode, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux et là, nous, on n'a pas été encore en France trop impactés. Mais tu vis en dessous de Lyon, dans 20 ans, tu as des sérieux problèmes. Ils sont en train de réfléchir à comment on va planter du millet et du sorgho parce que le blé ne poussera plus, tu vois, parce qu'il n'y aura pas assez d'eau. Donc ça veut dire que ton croissant, demain, va falloir que le boulanger il invente un croissant au millet et au sorgho. Donc c'est des vrais sujets, tu vois. Et les vieux, là, une majorité de vieux, ils sont là et ils parlent que de leur retraite et de leur petit confort et qu'ils ont mérité leur vie pour aller faire un voyage à Cuba, tu vois. Mais mec, casse-toi. C'était relou, en fait. Tu vois, c'est relou. Donc moi, j'aimerais bien que les vieux, ils nous aident un peu, quoi. C'est chouette en tout cas le projet dont tu nous as parlé, je trouve ça bien. Ouais, bah bon, après là, j'étais en colère, mais non, mais c'est de les embarquer avec l'humour aussi. Mais ouais, non mais... C'est de les embarquer avec l'humour. ouais. Donc on va essayer de faire prendre des sujets comme ça qui nous questionnent. Pourquoi on ne fait plus d'enfants? Et donc là, les chercheurs, ils peuvent répondre. On avait quoi comme idée? Va-t-on vers la 4e guerre mondiale? Tu vois, essayer de le prendre avec humour. Bien sûr, ouais. Mais Einstein disait, il disait la 4e guerre mondiale, après la 3e, les gens la feront avec des bâtons et des cailloux parce que la planète sera détruite. Mais bon, c'est pas d'aller là. Mais je trouve que dans le sarcasme, même dans la crainte, quand on met un peu d'humour, ça rehausse le truc, quoi. Donc il y a ce projet qu'on va faire, ouais. C'est le gros projet. Puis après, il y a plein de projets audiovisuels qu'on développe. Mais là, je suis en train de développer une série documentaire autour de mon dernier livre qui s'appelle Et nous sommes devenus français. Et qui, en fait, à travers l'histoire de ma famille, on va donner la parole à des historiens et à des célébrités pour essayer de créer un récit collectif positif de l'histoire de l'immigration en France et expliquer qu'en fait, la France est plus une terre d'immigration que les États-Unis depuis le début du XXe siècle. Il y a plus d'immigration en France qu'aux États-Unis. Et c'est pas juste l'immigration postcoloniale, hein. C'est tous les Russes, Ukrainiens qui sont arrivés au début du siècle, les Joseph Kessel, Romain Gary, Aznavour, etc. Il y a eu tous ces gens-là qui sont arrivés avant et que, en fait, il y a une histoire positive que le champagne, ça arrive en France parce que des immigrés allemands apportent le vin mousseux. Et nous, on y apporte les autochtones, les indigènes, ils y apportent le je ne sais quoi, un peu chic, tu vois, qui transforme le vin mousseux en champagne. Mais un peu de construire une histoire positive parce que moi, je crois que nos ancêtres, les Gaulois, ça va pas marcher, tu vois. Ça marchait, c'est un récit de la Troisième République, mais la réalité de ce pays, c'est que nos ancêtres, les Gaulois, non. En fait, il y a des Romains qui se sont installés et qui ont grand remplacé les Gaulois. Et on a eu cette chance-là, parce que du coup, on n'est pas des ivrognes irlandais, tu vois. Ouais. Ok. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. À Merci. moins que tu aies des sujets que tu aies encore envie d'aborder, Non, de nous c'était partager. super. Ça a l'air passionnant. J'ai hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci. Merci pour ton temps. Je t'en prie. Merci à vous. J'espère que cet épisode de Dissipé vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez partager, commenter ou vous abonner pour nous permettre de partir à la rencontre de personnalités toujours plus inspirantes. Au-delà de Dissipé, je suis consultante en marketing et j'accompagne depuis plus de 15 ans les marques à grandir et à rayonner. Si vous avez des besoins en marketing, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.